Le moteur de ma voiture refroidissait depuis des heures, et moi aussi. Paris dormait, ou du moins faisait semblant enveloppé dans cette fausse tranquillité de 5 heures du matin. Mais sur le siège conducteur de mon Peugeot 3008, il n'y avait pas de place pour le sommeil. Seulement le froid, un froid qui s'était installé jusqu'à l'os, alors que j'observais à travers le pare-brise les lumières de la chambre 314 de l'hôtel Impérial s'allumer et baisser d'intensité, et finalement s'éteindre. Ils étaient entrés ensemble. Lui, Aurélien, mon mari, depuis 7 ans, portant cette veste bleu marine que je lui avais achetée en septembre dernier. Elle, une grande silhouette aux cheveux sombres relevés vêtue d'une robe rouge éclatante qui hurlait dans la pénombre du parking souterrain. Il riait. Il lui a ouvert la porte avec ce geste de gentleman qu'il utilisait toujours pour les clients importants. Un geste que je croyais bêtement qu'il ne réservait qu'à moi. Ils ne se sont pas embrassés à l'entrée, c'eût été trop vulgaire, trop évident pour un homme comme Aurélien. Ils ont seulement échangé un regard intime, complice avant de disparaître derrière les portes tournantes. C'est à ce moment que mon monde s'est fendu en deux dans un silence assourdissant. Mon téléphone collé à ma paume moite a vibré doucement, juste au moment où les premiers doigts de lumière rose griffèrent le ciel au-dessus de la tour Eiffel au loin. Un SMS de lui. « Ma chérie, je suis désolé, ça va être une de ces nuits. Cette fichue clôture fiscale pour le dossier Vasseur me cloue au bureau. Ne m'attends pas pour dîner, je t'appelle demain matin, bise !» J'ai lu le texto 2-3 fois. Les mots dansaient sur l'écran des mensonges bien polis professionnels, dignes du brillant avocat d'affaires qu'il était devenu. Cloué au bureau, n'est-ce pas, sauf que le bureau avait un lit king size et une vue sur la Seine. La froideur que j'avais accumulée toute la nuit, couche par couche comme du givre sur une vitre, est soudainement devenue solide, tranchante, utile. Ce n'était plus un poids, c'était une arme. Mes doigts engourdis ont bougé avec une précision robotique. Moi, c'est fini, nous allons signer les papiers du divorce. La réponse fut presque immédiate. Un appel téléphonique, que j'ai refusé sans ciller, puis un autre texto. « Aurélien, quoi, pas encore ce drame? Solène, tu plaisantes, j'espère, je suis sous l'eau. Moi, je ne plaisante pas. Descends maintenant, je suis dans le parking. » Il y eut une longue éternelle pause. L'écran a affiché. Aurélien est en train d'écrire, plusieurs fois comme s'il cherchait les mots justes pour désamorcer une bombe dont la mèche avait déjà entièrement brûlé. Finalement, un simple Aurélien ou... Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé mon écran et je suis sorti de la voiture. L'air matinal sentait le café fraîchement moulu du bistrot du coin et l'essence. Je me suis appuyé contre le capot, croisant les bras. Il ne tremblait pas. Ça m'a surprise. J'ai attendu. Les minutes s'éternisaient, puis la porte tournante a commencé à tourner et il est sorti. Il portait exactement les mêmes vêtements que la veille, maintenant froissés. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient en désordre. Il a cherché du regard confus jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les miens. J'ai vu la couleur quitter son visage. C'était une réaction physique instantanée. Son masque d'avocat, confiant de mari en contrôle, s'est fissuré une seconde, exposant une panique pure. Il a marché vers moi lentement d'abord, puis plus vite. Il a tenté d'esquisser un sourire tordu et nerveux. « Solène, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était rauque, lourde de sommeil fausse. Il a tendu la main comme pour me serrer dans ses bras, mais ma posture, mes bras croisés agissant comme une barrière, l'a arrêté net. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu m'as suivi, ce n'est pas ce que tu crois, je te jure, a-t-il marmonné en baissant la voix. Ses yeux passaient de mon visage à ma voiture, aux fenêtres de l'hôtel, n'importe où, sauf dans mon âme. « Oh non !» ai-je dit. Ma voix me semblait étrange, calme, comme si elle appartenait à une autre femme, une femme bien plus forte. J'ai sorti le téléphone de ma poche, je n'ai pas ouvert les messages, j'ai ouvert la galerie de photos. La première datait de la nuit dernière. Eux deux entrant dans l'hôtel, sa main sur le bas de son dos, un geste possessif intime. La deuxième prise, 3 jours plus tôt, par le détective privé que j'avais engagé. Aurélien et Manon, cette même femme en rouge, riant à une terrasse sur les quais de Seine, partageant une bouteille de Sancerre, sa main sur la sienne. J'ai fait défiler l'image, il y en avait d'autres, mais la première suffisait. J'ai tenu l'écran devant son visage, j'ai vu ses pupilles se dilater. Comment il a dégluti difficilement. Tout son répertoire d'excuses s'est évanoui dans l'air froid du matin. Et ça non plus, ce n'est pas ce que ça a l'air, Aurélien. Une autre cliente. La fille de ton meilleur client, peut-être? Manon Mayer, 28 ans, nouvelle recrue au département fiscal, très dévouée à ce que j'ai entendu. Solène, écoute-moi. Sa voix n'était plus qu'un murmure suppliant. Il a essayé d'attraper mon bras, mais j'ai retiré ma main comme si son contact me brûlait. Non, c'est toi qui m'écoutes. J'ai passé toute la nuit ici. J'ai regardé la lumière de votre chambre s'éteindre. J'ai lu ton mensonge pathétique sur le travail. J'ai cessé de t'écouter il y a des années. Je ne voulais juste pas m'en rendre compte. J'ai pris une profonde inspiration. L'air me faisait mal à la poitrine. Les papiers sont prêts. Maître Vidal, oui, celle que tu m'avais recommandée pour le litige avec le syndic les a tous préparés. Ta copie sera au cabinet à 10h, j'y serai à 11h. Avec un peu de chance, d'ici là, tu auras eu le temps de prendre une douche et d'inventer une meilleure excuse à raconter à ta mère pour expliquer pourquoi ton mariage est au parti en fumée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il explosé, et sa peur s'est transformée en rage. Cette rage d'un homme acculé qui pensait détenir toutes les cartes. C'est insensé pour une bêtise pareille. C'est juste une fille, ça ne veut rien dire. C'est un truc de boulot. Un truc de boulot, ai-je répété. Et pour la première fois, j'ai senti la colère, la pure et juste colère commencer à faire fondre la glace dans mes veines.
Coucher avec la fille de ton associé principal, c'est un truc de boulot. Utiliser notre argent, l'argent pour notre avenir, pour payer son appartement et ses bijoux, c'est un truc de boulot. S'il te plaît, Aurélien, fais-moi une faveur et ne me prends pas pour une idiote jusqu'à la toute fin. Ma voix plus forte que je ne l'avais prévu a résonné dans le silence du garage. Un voiturier sortant de l'hôtel nous a jeté un regard curieux. Aurélien s'est recroquevillé, humilié. « Comment sais-tu pour l'appartement » a-t-il demandé déconcerté, sa colère se dégonflant instantanément. Un sourire froid s'est glissé sur mes lèvres. C'était la première fois que je me sentais puissante depuis des mois, des années, parce que je ne suis plus la Solène naïve que tu as rencontrée. Celle qui croyait que les retours tardifs étaient dus aux bouchons sur le périphérique. Celle qui pensait que ses voyages d'affaires à Genève n'étaient que pour jouer au golf avec des clients. Cette femme est morte de froid sur ce siège la nuit dernière. Celle qui reste, ai-je dit en ouvrant la portière, celle qui reste a fait ses devoirs. Je suis monté dans la voiture et j'ai claqué la portière. Il est resté planté, la pâle, débraillé, regardant la vie parfaite qu'il avait construite sur une montagne de mensonges s'effondrer à ses pieds. J'ai démarré le moteur, un son sain décisif qui a fendu le silence tendu entre nous. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres, ses yeux pleins d'une peur authentique maintenant ont rencontré les miens. À 11h, Aurélien, au cabinet, ne sois pas en retard, tu sais à quel point je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Et avant qu'il ne puisse articuler un autre mensonge, une autre supplique, une autre tentative de manipulation. J'ai retiré mon pied du frein et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu devenir de plus en plus petit, seul sous la lumière froide de l'aube parisienne tenant toujours son téléphone. La preuve de sa ruine brillant inutilement sur l'écran maintenant sombre. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson de téléphone passait ironiquement entraînante. J'ai monté le son et pour la première fois d'une nuit interminable, j'ai pris une vraie respiration. Ce n'était pas un soupir de soulagement. C'était le premier halètement aigu et douloureux de quelqu'un qui venait de remonter à la surface après avoir failli se noyer. La bataille, je le savais, ne faisait que commencer. Mais la nuit dernière, dans l'immobilité suffocante de ce parking, j'avais livré la première et la plus importante escarmouche. Je m'étais reconquise. 3 mois plus tôt. La brise qui entrait par les baisses vitrées de notre appartement du 7e arrondissement portait encore un dernier soupir d'été. Mais la lumière n'était plus la même. C'était une lumière plus basse, plus dorée qui annonçait l'automne. Moi, Solène, j'étais appuyée contre le chambranle de la porte regardant la fin d'après-midi teintée d'ambre, les façades en pierre de taille du pâté de maison voisin. Dans ma main, un verre de vin blanc qui avait perdu sa fraîcheur. Derrière moi résonnait le silence d'un appartement trop grand, trop calme. « Cette semaine va être un enfer, ma chérie », a dit Aurélien en sortant de la chambre. Il portait la chemise bleu ciel qui lui allait le mieux, celle que j'avais repassée moi-même ce matin-là. Il a ajusté son nœud de cravate dans le miroir du couloir avec ce geste rapide et expert qu'il avait perfectionné au fil des années à comparaître devant des juges et de riches clients. L'affaire Vasseur est sur le point d'exploser. Réunion tardive, dîner d'affaires. Ne m'attends pas. C'était la 3e fois qu'il le disait cette semaine et nous n'étions que mardi. Je me suis tourné vers lui, appuyant ma hanche contre le rebord de la fenêtre. Encore un dîner avec le même client, on dirait que monsieur Vasseur préfère notre compagnie à celle de sa femme. Aurélien a gloussé. Un son creux, professionnel. C'est un gros poisson, Solène. Un gros poisson avec un divorce compliqué et un portefeuille d'investissement qui occupe la moitié de l'île de Jersey. Ses courtoisies font partie du jeu. Il s'est approché et m'a déposé un baiser rapide sur la joue. Son parfum boisé et cher m'a enveloppé. Depuis des mois, cette odeur ne me donnait plus les papillons d'autrefois. Maintenant, elle me rappelait juste des halls d'hôtel et des factures que je ne voyais jamais. Tu sais comment ça se passe ? Je sais, ai-je dit, et c'était vrai. Je connaissais la théorie. 7 ans de mariage avec un avocat en pleine ascension dans un prestigieux cabinet de la défense vous apprennent la théorie. Ce que je ne savais pas, c'était pourquoi la pratique me nouait l'estomac de plus en plus fort chaque jour. « Et ton dîner avec Camille ?» a-t-il demandé en ramassant sa mallette en cuir, celle que ses associés lui avaient offerte quand il était devenu partenaire. Annulée, elle doit rester tard à la galerie pour monter la nouvelle exposition. C'est dommage, commande-toi quelque chose de bon. Il a ouvert la porte, je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Ne m'attends pas. La porte s'est refermée doucement. Le silence a reconquis l'appartement. J'ai fini le vin tiède et acide. Dîner d'affaires. Au début, quand il était simple collaborateur, c'était des pizzas froides au bureau. Puis c'est devenu des entrecôtes dans des brasseries chics. Dernièrement, il s'était transformé en événement informel et rassemblement aux horaires vagues. J'avais été compréhensive et même fière. Mon mari le brillant Aurélien Benoît gravissant les échelons du succès avec détermination. Jusqu'au jour où, en regardant cette échelle d'en bas, j'ai réalisé que je ne grimpais plus à ses côtés. J'avais été laissé sur un palier tenant le manteau qu'il avait enlevé pour grimper plus vite. Une semaine plus tard, c'était le mariage de ma sœur cadette Léa. Une magnifique célébration dans un domaine viticole modernisé près de Reims en Champagne. Vignes dorées, longues tables, rires et tintements de verre. Aurélien était impeccable comme toujours, costume parfait dansant avec ma mère, faisant les bonnes blagues avec mes oncles. Le mari parfait. Mais moi qui avais appris à lire les moindres micro-expressions sur son visage en 7 ans, je voyais la tension derrière son sourire. Je voyais comment son regard dérivait toutes les quelques minutes, comment il vérifiait discrètement mais constamment sa montre.
Ta moitié a l'air pressée, a murmuré Camille, ma sœur aînée, en s'approchant de moi avec 2 flûtes de champagne. Son regard, aussi affûté qu'un scalpel, a suivi la direction du mien. Aurélien était de l'autre côté du patio parlant à mon père, mais sa posture était rigide, distante. L'affaire Vasseur, ai-je répondu automatiquement. C'était le joker, l'excuse universelle. Camille a pris une gorgée de son champagne. Cette affaire doit avoir plus de tentacules qu'une pieuvre. Elle l'enveloppe depuis le printemps. Elle m'a regardé de côté. Ça va vous deux? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Je ne sais pas. Parce qu'il a l'air plus intéressé par son téléphone que par la robe de ta sœur. Et parce que tu as un sourire peint qui me rappelle celui de maman le jour où le chien a mangé le chapelet de grand-mère. Avant que je puisse répondre, Aurélien s'est approché. « Ma chérie, je suis tellement désolé » a-t-il dit, posant une main sur mon épaule. Son contact m'a fait frissonner involontairement. « Je dois y aller ? Vasseur doit signer des documents ce soir. C'est fou, mais... Eh bien, ça fait partie du jeu. » Ai-je terminé pour lui avec une douceur qui m'a surprise moi-même. Il a cligné des yeux légèrement décontenancés. « Exactement. Je suis désolé. » Il m'a embrassé sur la joue. « Fais un bisou à Léa de ma part. Le prochain dîner, c'est pour moi. » Et comme ça, au milieu du mariage de ma sœur, il a disparu. Je l'ai regardé s'éloigner entre les tables, saluant de la main son autre main, sortant déjà son téléphone de sa poche. Plus tard, bien après minuit, Camille m'a ramené à la maison. Aurélien avait pris sa propre voiture. Quand je suis entré dans le garage, son Audi noir brillait sous les néons. Je me suis approché sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être pour sentir la chaleur résiduelle du moteur, preuve tangible qu'il avait été là, que sa précipitation avait été réelle. La portière côté conducteur n'était pas complètement fermée. Aurélien, toujours si méticuleux, avait dû être distrait. À l'intérieur, l'odeur de son parfum était encore plus forte. Sur le siège passager à moitié caché sous le manuel de la voiture, j'ai vu un petit morceau de papier rectangulaire. Je l'ai ramassé, c'était un ticket de caisse du bar du Plaza Athénée, 2 cafés, une eau minérale et un club sandwich. Date la veille, heure 22h47, payé par carte de crédit, celle d'Aurélien. Je suis resté complètement immobile tenant ce bout de papier qui pesait soudain 1 tonne. Il pouvait y avoir 1000 explications. Une réunion de dernière minute près de l'hôtel, un client de passage, mais quelque chose, un instinct profond et glacial me murmurait qu'aucune de ces explications n'était la vérité. Le Plaza Athénée n'était pas près de son bureau et à 23h, un club sandwich pour 2 n'était pas un dîner d'affaires. C'était un encas tardif pour quelqu'un qui avait d'autres intentions. J'ai glissé le reçu dans mon sac à main. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste monté dans notre appartement silencieux. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Les jours suivants furent un exercice d'observation morbide. J'ai commencé à remarquer des choses. La légère odeur sucrée d'un parfum étranger sur la veste qu'il laissait parfois traîner sur une chaise, sa réaction exagérée quand un soir, alors que nous regardions une série, son téléphone a sonné et il l'a retourné face contre table d'un geste sec prétextant un client agaçant. La façon dont il a changé le mot de passe de son ordinateur portable après des années à utiliser le même la date de notre anniversaire. Le coup de grâce est venu d'où je m'y attendais le moins. Une amie de fac Élise qui travaillait dans un cabinet de conseil. Nous nous sommes retrouvés pour des cocktails création sur un rooftop du Marais. Après avoir parlé du travail d'amis communs et de la vie, elle a joué avec l'olive dans son verre et a dit avec une désinvolture apparente, qui ne m'a pas trompé, « Tiens, je t'ai vu l'autre jour, ou plutôt, j'ai vu Aurélien. » Mon cœur a raté un battement. Ah oui, où ça? Dans ce nouveau restaurant branché sur les quais de Seine. Il était avec un groupe du cabinet, je crois, et une grande brune en robe rouge. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Elle m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu la même inquiétude que Camille avait montrée au mariage. Je ne sais pas, il semblait dire les proches, mais bon, je suis sûr que c'était juste un truc de boulot, non? Bien sûr, un truc de boulot. La même phrase, le même mantra. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Oui, c'est sûr, les dîners d'équipe. Mais dans ma tête, les pièces commençaient à s'emboîter d'une manière qui me terrifiait. Le reçu de l'hôtel les nuits tardives, le parfum la fille en rouge. Et un nom qu'Aurélien avait mentionné à de rares occasions, toujours avec un ton spécial, professionnellement intéressé, Manon Mayer. Cette nuit-là, alors qu'Aurélien ronflait doucement à côté de moi, il était rentré à une heure raisonnable, sentant les pâtes et le vin rouge. Je suis resté éveillé à fixer le plafond. Le doute, ce serpent silencieux, ne nichait plus seulement dans mon estomac. Il s'était enroulé autour de mon cœur et serré fort. Il ne suffisait plus d'observer. Il ne suffisait plus d'attendre que le mensonge s'effondre de lui-même. La Solène naïve, celle qui croyait au dîner d'affaires, avait été laissée quelque part entre le reçu du Plaza Athénée et le regard à apitoyer de Élise. Quelque chose a cédé en moi. La résignation peut-être. Ou peut-être l'exact opposé, le dernier vestige de résignation se brisant en 1 million de morceaux. La froideur que je ressentirais des mois plus tard dans le parking de l'hôtel a commencé à se former là cette nuit-là dans le lit que je partageais avec un homme qui ressemblait de plus en plus à un étranger. Le lendemain matin, après avoir entendu Aurélien quitter la maison avec un autre, « Tard ce soir, mon amour », je ne suis pas resté à regarder par la fenêtre. Je suis allé à mon ordinateur, j'ai ouvert le navigateur et avec des doigts qui tremblaient légèrement, mais avec une détermination d'acier nouvellement forgée, j'ai tapé les mots « Détective privé Paris ». Et le dimanche sentait le gigot d'agneau et la culpabilité. L'arôme du rôti dominical que ma mère sortait du four dans sa maison de Saint-Germain-en-Laye se mêlait à l'odeur familière des pains du jardin et à quelque chose de plus dense, de plus lourd, l'attente silencieuse qui avait plané sur le repas depuis mon arrivée seule.
Aurélien travaille encore un dimanche avait demandé ma mère quand je suis entré en l'embrassant sur la joue qui sentait le savon à la lavande et l'inquiétude. Cette affaire interminable, ma mère Martine a hoché la tête les lèvres pincées, un geste que je connaissais trop bien. C'était sa façon de dire « je n'en crois pas un mot, mais je n'insisterai pas pour l'instant ». Mon père Édouard, lisant dans son fauteuil, a seulement levé les yeux par-dessus ses lunettes et a grogné « ce garçon travaille comme un forcené. Un jour il aura l'argent pour s'acheter ses propres îles, mais pas le temps d'y mettre les pieds ». C'est ma sœur Camille, déjà assise à table, avec un verre de vin rouge, qui m'a lancé le regard qui disait tout. Un regard qui disait « Ça va, tu veux en parler? Parce que si ce salaud t'a fait quelque chose, je le démolis. » Le repas s'est déroulé dans la cacophonie habituelle d'un dimanche en famille. Les enfants de mon jeune frère Paul couraient autour de la table. Ma belle-sœur Anna parlait sans arrêt des drames de l'association de parents d'élèves de leur école. Mon père pontifiait sur la politique locale, ma mère servait des portions généreuses, comme si la sauce pouvait couvrir n'importe quel silence gênant. Mais la tension flottait dans l'air plus tangible que la vapeur du rôti. C'est au dessert un clafoutis aux cerises maison que ma mère a apporté de la cuisine que la bombe est tombée bien que de la manière la plus subtile qui soit. « Dis donc, Solène !» a dit ma mère en s'essuyant les mains sur son tablier. « L'autre jour, j'ai croisé Linda, la mère de l'ami d'Aurélien. Comment s'appelle-t-il, Marc ? Bref, j'ai croisé Linda au bon marché. Elle m'a dit qu'elle avait vu Aurélien il y a quelques semaines, un samedi après-midi, au cinéma Le Champeau avec des amis. Elle a laissé la phrase en suspens comme un plat sale que personne ne veut ramasser. Tout le monde, même les enfants, a semblé se taire une seconde. Camille a posé sa fourchette sur son assiette avec un cliquetis sec. « Ah bon ?» ai-je demandé, goûtant une bouchée de gâteau qui avait soudain un goût de cendre. « Il ne m'en a pas parlé. Quels amis ?» Elle n'a pas précisé, a répondu ma mère, évitant mon regard en ramassant les assiettes. Juste mentionné qu'il était avec un groupe plus jeune. Je me suis dit que vous organisiez peut-être quelque chose et que vous aviez oublié d'inviter les vieux. Son rire sonnait faux grinçant. Aurélien a beaucoup d'obligations, maman, ai-je dit. Ma voix sonnait trop froide, trop contrôlée. Des trucs de boulot, tu sais comment c'est. Mon père est intervenu mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Le travail d'abord. C'est comme ça. Passe le vin, Édouard. Mais ma mère n'était pas disposée à laisser passer l'occasion. Alors qu'elle aidait Anna à porter les assiettes à la cuisine, elle m'a dit sur un ton qui se voulait léger mais qui était tout le contraire « Solène, ma chérie, viens m'aider avec le café. Tu le fais mieux que moi. » C'était un piège et moi, comme une idiote, je me suis levée et je l'ai suivie. Dans la cuisine avec le ronronnement de la cafetière pour seul témoin, le masque est tombé. Ma mère s'est appuyée contre le comptoir en marbre, a croisé les bras et m'a regardé droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? » « Rien, maman, je te l'ai dit. » Ne me mens pas, tu as l'air d'assister à un enterrement depuis des semaines et aujourd'hui tu es encore arrivé seul. C'est cette fille Manon dont Camille m'a parlé. J'ai maudit mentalement ma sœur même si je savais que ses intentions étaient bonnes. Camille devrait s'occuper de ses affaires. Camille s'occupe de tes affaires parce que c'est le rôle d'une sœur et je suis ta mère. Maintenant dis-moi qui est cette femme. L'épuisement, la rage contenue, la suspicion qui me rongeait de l'intérieur depuis des semaines. Tout a éclaté dans un murmure dur. C'est la fille d'Henri Meyer, l'associé principal d'Aurélien, la nouvelle recrue de son cabinet. Elle a 28 ans et apparemment elle aime les films d'art et d'essai et les hôtels bon marché. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle n'avait pas l'air surprise mais résignée comme si elle avait attendu cette nouvelle, la redoutant, mais sachant qu'elle finirait par arriver. « Oh Solène !» a-t-elle murmuré et soudain elle faisait ses 65 ans. Ces hommes, toujours les mêmes. Non maman, tous les hommes ne sont pas les mêmes et ce n'est pas juste une passade. C'est mon mari qui me ment, qui sort avec une autre, qui se moque de moi. « Tu es sûre ?» a-t-elle demandé, et dans sa voix, il y avait une pathétique lueur d'espoir. Ça pourrait être un malentendu, parfois les jeunes femmes sont très amicales et les hommes se font des idées. Je ne suis pas stupide, ai-je lâché, et ma voix s'est élevée, faisant sursauter Anna qui entrait avec d'autres assiettes et reculait rapidement de la cuisine. J'ai des preuves, enfin presque, je suis en train de m'en assurer. Ma mère s'est avancée, posant ses mains ridées sur les miennes qui agrippaient le bord du comptoir comme une bouée de sauvetage. « Écoute-moi, ma chérie. Même si c'était vrai, ces choses arrivent. Elles arrivent no plus souvent que tu ne le penses. Ton père... » Elle a fait une pause déglutissant difficilement. « Enfin, peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est la famille, ce que vous avez construit. 7 ans, Solène. Un appartement magnifique, une vie enviable. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour une petite aventure. » Je l'ai regardée incrédule, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de la douleur profonde et ancienne qui affleurait dans ses yeux. Soudain, beaucoup de choses de mon enfance prenaient un sens amer. Les disputes étouffées, les absences soudaines de mon père, la tristesse qui enveloppait parfois ma mère comme un châle. « Papa, sais-je demander bien que je connaisse déjà la réponse ?» Elle a détourné le regard. C'était il y a longtemps. Une secrétaire. Une bêtise. Mais j'ai enduré. Pour vous, les enfants. Pour cette maison, pour la famille. Et regarde, nous sommes là ensemble. Ton père est un homme bon. Au fond, ils ont tous leurs faiblesses. J'ai senti une vague de nausée, pas de dégoût, mais de panique. Était-ce mon avenir, endurer, baisser la tête, me transformer en cette femme forte et brisée qui me regardait avec des yeux suppliants ? Je ne suis pas toi, maman, ai-je dit. Ma voix tremblait mais ne se brisait pas. Je ne vais pas endurer, je ne vais pas prétendre que rien ne se passe pendant que mon mari couche avec une autre. Je ne vais pas sauver les apparences pour que les voisins ne parlent pas. C'est ta vie que tu vas détruire.
Sa voix s'est brisée aussi, mais de colère. Tu sais ce que c'est d'être une femme divorcée à ton âge, retourner vivre chez ses parents, les regards de pitié et tes finances en désordre. Et si tu veux des enfants, l'horloge tourne. Chaque mot était un couteau. Mais chaque couteau, au lieu de m'affaiblir, m'aiguisait. Je préfère la pitié des autres à me mépriser moi-même, ai-je dit, retirant mes mains des siennes. Et je ne retournerai pas vivre dans cette maison. J'ai ma carrière, j'ai mes économies, j'ai Camille. Camille, s'est exclamée ma mère comme si le nom de ma sœur était une insulte. Bien sûr, ta sœur la féministe, celle qui vit avec sa copine, et peint des tableaux que personne n'achète. C'est elle qui va te donner des conseils matrimoniaux. Bien sûr, une femme qui n'a même pas su garder un homme. La porte de la cuisine s'est ouverte brusquement. Camille se tenait là, les poings serrés, les yeux flamboyants de fureur. Elle avait tout entendu. Une femme n'a pas à garder un homme. Maman comme si c'était un chien ou une plante verte, a-t-elle dit avec un calme plus terrifiant que n'importe quel cri. Et pour ta gouverne, Émilie et moi sommes ensemble depuis 12 ans, plus longtemps que bien des mariages que nous connaissons. Et nous ne nous trompons pas. C'est plus qu'on ne peut en dire pour cette maison apparemment. Ma mère est devenue blême. Ne parle pas comme ça. C'est ma maison. Et Solène est ta fille, et elle souffre. Et au lieu de la soutenir, tu lui dis de se taire et d'encaisser comme tu l'as fait. Eh bien non, elle n'est pas toi. Elle a plus de courage. Le bruit d'une assiette se brisant sur le sol de la salle à manger nous a toutes les trois surprises. C'était mon père. Il avait passé la tête dans la cuisine et sur son visage d'habitude si serein, il y avait un mélange de honte et de rage contenue. « Vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas », a-t-il rugi à l'adresse de ma mère. « Laisse-la tranquille, Martine. Solène est une adulte. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire. »« Et qu'est-ce que tu en sais, toi ?» a rétorqué ma mère, se tournant vers lui, avec une fureur qu'elle devait accumuler depuis des décennies. « Toi qui n'as jamais été là. Toi qui… » Assez, ma voix a tranché l'air comme du verre brisé. Tout le monde s'est tu et m'a regardé. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'un air lourd de ressentiment familial, de vieux secrets et de mensonges hérités. Assez, ai-je répété. Maman, je t'aime, mais je ne vais pas vivre ma vie comme tu as vécu la tienne. Papa, je n'ai pas de mots pour toi en ce moment. Camille, merci. J'ai attrapé mon sac à main sur le crochet. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Je m'en vais. Et je ne parlerai plus de ça avec vous tant que je n'aurai pas décidé comment et quand. Aurélien et moi avons des choses à régler et nous allons les régler, sans comités familiaux, sans conseils non sollicités et sans gigot d'agneau pour masquer les problèmes. Je me suis dirigé vers la porte, personne n'a essayé de m'arrêter. Sur le seuil, je me suis retourné. Ma mère pleurait silencieusement, mon père regardait le sol vaincu. Seule Camille soutenait mon regard et dans ses yeux j'ai vu une fierté féroce, une solidarité absolue. « Encore une chose, maman », ai-je dit, ce n'est pas une petite aventure, c'est la fin de mon mariage et c'est moi qui vais décider comment il se termine. Je suis sorti dans l'entrée puis dans la rue baignée par la lumière du dimanche après-midi. L'air était doux pur, il ne sentait plus le rôti et la culpabilité. Il sentait la liberté. Une liberté terrifiante, douloureuse, mais la liberté quand même. Dans mon sac, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'Aurélien. « J'ai bientôt fini. On dit ensemble, tu me manques. » J'ai regardé l'écran, ce mensonge lumineux facile. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la clarté. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé le téléphone, je suis monté dans ma voiture et avant de démarrer le moteur, j'ai sorti mon agenda. J'ai cherché le numéro que j'avais noté quelques jours plus tôt après mes recherches en ligne. Le numéro du détective privé recommandé par un ami de la fac de droit spécialisé dans les divorces compliqués. J'ai regardé le nom. Michel Dubois, enquête discrète. Sans laisser le temps au doute ou au fantôme de la résignation de ma mère de me dissuader, j'ai composé le numéro. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et professionnelle ne réponde. Dubois. « Bonjour », ai-je dit, ma voix sonnant étrangement sereine dans le silence de ma voiture. « Je suis Solène Benoît, j'ai besoin de vos services. » Nier, le bureau de Michel Dubois sentait le café bon marché et la fumée de cigarettes électroniques à la vanille. Il n'était pas dans un quartier glamour de Paris, mais dans un immeuble des années 70 du 11e arrondissement à quelques rues de la place de la République. La salle d'attente était petite avec une table en formica et des magazines automobiles démodés. Rien à voir avec les bureaux immaculés de verre et d'acier du cabinet d'Aurélien. « Madame Benoît, entrez », a dit la réceptionniste, une femme d'âge mûr avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne. Michel Dubois ne ressemblait en rien à un détective de cinéma. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux clairsemés et au ventre léger qui tendait les boutons de sa chemise à carreaux. Il avait une veste en velours côtelé marron drapée sur le dossier de sa chaise. Sa poignée de main était ferme sèche. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il a désigné la chaise en face de son bureau encombré de dossiers et d'un ordinateur portable daté. « Au téléphone, vous m'avez dit qu'il s'agissait d'une affaire de surveillance conjugale. »« Oui !» J'ai hoché la tête posant mon sac sur mes genoux comme un bouclier. Maintenant que j'étais là dans cet endroit qui confirmait que mon mariage nécessitait un espion, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai dégluti difficilement. Je crois que mon mari me trompe, j'ai besoin de preuves. Dubois a hoché la tête sans montrer de surprise ni de jugement. Son expression était professionnelle, neutre. Il a ouvert un carnet. « Je comprends, c'est une situation difficile. Dites-moi ce qui vous rend suspicieuse. »
Et ainsi d'une voix qui a commencé par trembler mais qui s'est raffermie au fur et à mesure que je parlais, je lui ai tout raconté. Les dîners d'affaires sans fin, le reçu du Plaza Athénée, le parfum étranger, la fille en rouge, le nom de Manon Meyer, la fille de l'associé principal. Dubois prenait des notes d'une écriture rapide et minuscule. Avez-vous une photo de votre mari et de mademoiselle Meyer si vous en avez une ? Je lui ai tendu mon téléphone, j'avais une photo récente d'Aurélien lors d'un dîner de famille. Pour Manon, je n'avais trouvé qu'une photo de profil LinkedIn que j'avais capturée. C'était un portrait professionnel, une brune séduisante avec un sourire confiant, presque provocateur. Dubois l'a étudié. Je la connais, ou plutôt, je connais son nom. Son père, Henri Meyer, est un poids lourd. Il a des intérêts partout à Paris. Il m'a regardé. Cela pourrait compliquer les choses, les gens puissants ont tendance à être prudents. Je ne veux pas de problème, je veux juste la vérité. La vérité a un prix, Madame Benoît, et parfois ce prix n'est pas seulement financier. Il a posé son stylo, voici mes tarifs, il a fait glisser une brochure imprimée vers moi, surveillance de base rapports hebdomadaires, preuves photographiques ou vidéos si possible et légales. Tout est strictement confidentiel. Vous signez un accord de confidentialité, je fournis des résultats. Si on parle de pirater des ordinateurs ou des téléphones, c'est un autre service. Plus cher et avec des risques légaux. Je ne le recommande pas comme première étape. J'ai lu les chiffres. Ils étaient élevés mais pas prohibitifs. Je pouvais me le permettre avec mes économies, avec la partie du compte joint que je gérais. L'argent que j'avais pensé utiliser pour rénover la cuisine servirait maintenant à dynamiter les fondations de mon mariage. D'accord, juste la surveillance pour l'instant. J'ai signé les papiers, c'est qu'il a fait glisser sur le bureau avec une écriture, je l'espère, stable. Je veux savoir où il va, avec qui il est, combien de temps il passe avec elle, tout. Vous aurez votre premier rapport dans 48 heures. Il s'est levé signalant la fin de la réunion. Un conseil, Madame Benoît, pendant l'enquête, agissez de manière tout à fait normale. Pas de questions, pas de fouinage, pas de crise. Soyez froide, soyez intelligente. Les gens qui ont quelque chose à cacher deviennent négligents quand ils pensent que personne ne regarde. Je suis sorti de là en me sentant sale et puissante à la fois. J'avais franchi un seuil, je n'étais plus seulement la femme suspicieuse. J'étais la cliente qui payait pour la vérité. Les 2 semaines suivantes furent un exercice de comédie non-stop. Je souriais à Aurélien le matin, je lui demandais des nouvelles de sa journée de l'affaire Vasseur. J'hochais la tête quand il tissait ses mensonges, de plus en plus élaborés, un dîner avec des clients japonais chez l'Ambroisie, un week-end de team building du cabinet au Touquet. Je notais mentalement chaque détail, chaque contradiction, puis je les comparais avec les rapports concis et dévastateurs qui commençaient à arriver sur un compte email sécurisé que j'avais créé juste pour cela. Sujet Aurélien Benoît, jour 1 jeudi. Quitte le cabinet à 19h45. Prend un taxi pour le restaurant Le Zéphyr. Retrouve mademoiselle Manon Meyer, 28 ans, ID 6 juin à 20h15. Dîner d'environ 2 heures. Comportement observable, proximité physique fréquente. Rire, se tiennent la main à table. Sortent ensemble à 22h30. Prennent un taxi en direction du 16e arrondissement. Descendent rue de l'Assomption. Entrent dans un immeuble résidentiel. Le sujet sort seul à 0h47. Prend un taxi pour la résidence principale. 12 photographies jointes. Les images étaient granuleuses, prises au téléobjectif de loin mais sans équivoque. Aurélien, souriant, se penchant vers elle dans un geste intime qu'il n'avait pas eu avec moi depuis des années. Elle riant, lui touchant le bras, l'adresse rue de l'Assomption. Une recherche rapide sur Internet a confirmé que c'était un immeuble de location de luxe, leur nid d'amour, ou peut-être l'appartement qu'il payait. Le deuxième rapport était encore plus accablant. Jour 6, mardi, le sujet quitte le travail à 18h. Conduit son véhicule personnel Audi A6 au parking du Printemps Haussmann. Retrouve mademoiselle Meyer dans la structure souterraine. Elle entre dans le véhicule, reste à l'intérieur pendant 25 minutes, se rendent ensuite à l'hôtel Impérial, entrent séparément à 5 minutes d'intervalle. Le sujet sort à 22h15 seul, 8 photographies jointes, plus extraits vidéo sans audio de l'entrée de l'hôtel. La courte vidéo tremblante a été le coup le plus dur. Le voir mon mari entrer dans cet hôtel avec cette détermination furtive, c'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'espoir. La vérité était cette séquence de pixels froide et irréfutable. Michel Dubois m'a appelé avec le 3e rapport. Madame Benoît, j'ai quelques informations supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Nous avons effectué une vérification financière de base en utilisant des données publiques. Votre mari effectue des virements mensuels depuis un compte secondaire à son nom vers un contrat de location au nom de Manon Meyer. L'adresse est celle de la rue de l'Assomption. L'appartement est loué depuis 7 mois. 7 mois, presque un an. Ce n'était pas une erreur de parcours, c'était une double vie. Il y a aussi des traces d'achat sur sa carte de crédit d'entreprise chez des bijoutiers et des boutiques qui, d'après les montants et la fréquence, ne semblent pas vous être destinés, a poursuivi sa voix neutre à l'autre bout du fil. Voulez-vous que nous creusions plus ? Nous pouvons essayer d'accéder à des relevés bancaires plus détaillés, mais j'aurai besoin de votre autorisation écrite et cela comporte plus de risques juridiques. Non, ai-je dit, et ma voix sonnait étrangement sereine, comme si elle venait de loin. C'est suffisant. Plus que suffisant, envoyez-moi tout ce que vous avez s'il vous plaît, et préparez la facture finale. J'ai raccroché. Je n'avais besoin de rien d'autre. J'avais les pièces du puzzle. Un puzzle laid vulgaire qui montrait l'image d'un mariage en décomposition.
Le même après-midi, sachant qu'Aurélien serait en réunion tard, j'ai passé 2 appels. Le premier était au cabinet de maître Olivia Vidal, avocate en droit de la famille. Le même tigre qu'Aurélien m'avait agressivement recommandé l'année précédente lorsque j'avais eu des problèmes avec notre syndic de copropriété. L'ironie était si acide que je pouvais presque la goûter. Olivia, c'est Solène Benoît, j'ai besoin de vous voir. C'est urgent et c'est à propos d'Aurélien. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis la voix directe et professionnelle de l'avocate, passez demain à la première heure, 8h, par l'arrière si vous préférez la discrétion. Le deuxième appel était à la banque, à la ligne privée de mon gestionnaire de patrimoine. Kevin, c'est Solène. J'ai besoin que vous geliez immédiatement tous les comptes joints, l'épargne et la ligne de crédit. Ne gardez actif que mon compte personnel. Oui, c'est un ordre d'un titulaire de compte joint. Non, mon mari n'est pas disponible pour le moment. C'est une mesure de sécurité préventive. Je vous expliquerai tout en personne bientôt. Oui, maintenant, s'il vous plaît. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient des pas. Mon cœur battait à un rythme rapide mais régulier. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait qu'une détermination froide et métallique. J'étais passé de la suspicion à la preuve et de la preuve à l'action. Ce soir-là, Aurélien est rentré vers minuit. Il sentait l'air de la nuit et un léger parfum sucré qui n'était pas le mien. Il a faim l'épuisement. Un désastre, ma chérie. Ces dirigeants japonais sont implacables. Qu'as-tu fait ce soir ? J'étais assise sur le canapé avec un livre ouvert sur mes genoux. Les lumières étaient tamisées. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des mois. J'ai vu la minuscule trace de rouge à lèvres presque imperceptible sur le col de sa chemise blanche. J'ai vu le léger gonflement sous ses yeux, non pas de fatigue mais de l'euphorie contenue d'un homme qui venait d'être avec sa maîtresse. J'ai vu l'étranger qui vivait dans ma maison. « Oh, rien d'important » ai-je dit en souriant. C'était un sourire calme. Le sourire de quelqu'un qui a déjà pris une décision irréversible. Juste des choses de la maison. Le calme que j'avais ressenti après avoir gelé les comptes et rencontré l'avocate a duré exactement 48 heures. C'était un calme étrange électrique comme le silence qui précède une tempête. J'ai joué mon rôle, j'ai préparé le dîner, posé des questions sur sa journée, écouté ses mensonges de plus en plus élaborés avec un sourire en plastique parfaitement moulé. C'était comme vivre à l'intérieur d'une bulle de verre, regardant le monde extérieur se déformer, sachant qu'à tout moment, elle pouvait éclater. L'explosion a eu lieu un mardi après-midi alors que je pliais du linge fraîchement repassé dans la chambre. Mon téléphone posé sur le lit a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif de Londres. Un frisson instinctif m'a parcouru l'échine avant même que je ne glisse pour accepter l'appel. « Allô » ai-je dit d'une voix neutre. Solène Benoît. La voix à l'autre bout était féminine, jeune, sûre d'elle, avec un accent éduqué, le genre que l'on apprend dans les écoles préparatoires suchères et que l'on polie à l'étranger. C'est elle-même. Qui est à l'appareil ? C'est Manon Mayer. L'air m'a manqué. J'ai regardé autour de moi comme si la pièce, notre chambre, pouvait m'offrir une sorte de refuge. Elle ne le pouvait pas. Il n'y avait que des piles de chemises d'Aurélien, ses pantalons soigneusement pliés, la montre que je lui avais achetée pour notre dernier anniversaire posée sur la table de chevet. Toute une vie emballée dans des routines domestiques qui semblaient soudain grotesques. Manon Meyer, ai-je répété, et j'ai été surprise par le calme de ma voix. La froideur que je cultivais comme une arme s'est activée instantanément. La fille d'Henry Meyer, la nouvelle recrue du cabinet de mon mari. Il y eut une brève pause, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je l'identifie si rapidement. Exactement, c'est à propos d'Aurélien, a-t-elle dit rapidement avant que je ne puisse raccrocher, et de nous. Le voilà le mot « nous ». Un tout petit mot contenant tout un univers de trahison, je l'ai saisi comme on saisit un couteau par la lame sentant le tranchant m'entailler. « Nous » ai-je demandé laissant un filet de glace s'infiltrer dans mon ton. Vous et Aurélien formez un « nous », comme c'est touchant. Ça doit être compliqué avec lui qui vit ici. Et vous ? Eh bien, où vivez-vous exactement ? Dans l'appartement de la rue de l'Assomption, celui qu'il paie n'est-ce pas ? Le silence au bout du fil était absolu. Je pouvais presque l'entendre déglutir, se ressaisir. Elle n'était pas aussi confiante qu'elle le paraissait. « Vous m'avez suivi ?» a-t-elle demandé sa voix, perdant une fraction de sa bravade initiale. Pas besoin de suivre quelqu'un qui ne se cache pas, ai-je menti, savourant sa confusion. Puis je me suis souvenu. Soudain, mon index a bougé de lui-même. J'ai tapé sur l'écran et activé le bouton d'enregistrement d'appel. Une petite icône rouge a commencé à clignoter. Maître Vidal me l'avait suggéré, enregistrer tout même les silences. Mais dites-moi Manon, qu'y a-t-il de si urgent pour que vous ayez besoin d'appeler la femme de votre amant ? Je ne suis pas son amante, a-t-elle rétorqué, retrouvant une partie de son arrogance. Nous sommes quelque chose de plus, c'est compliqué. Ah bien sûr, compliqué, comme votre dîner au Zéphyr ou votre après-midi au Champeau ou vos séjours à l'hôtel impérial. La vérité me semble assez simple pourtant. Ce n'est pas une blague Solène. Ce que nous avons est sérieux. Aurélien et moi nous sommes amoureux. Le mot « amoureux » m'a frappé au plexus solaire avec la force d'un poing, mais je ne me suis pas plié en deux. Au contraire, je me suis redressé. Le linge plié est tombé à mes pieds, ignoré. Amoureux ? Ai-je répété, laissant échapper un rire sec et coupant. Comme c'est beau. Et quand cette idylle a-t-elle commencé, il y a 7 mois quand il vous a loué l'appartement, ou avant quand il vous a fait entrer dans le cabinet de papa pour vous garder plus près? Il ne m'a pas fait entrer, a-t-elle explosé, et pour la première fois j'ai entendu une colère authentique dans sa voix. J'ai un master d'HEC, j'ai gagné ma place,
Et quelle chance que votre père soit l'associé principal. Et quelle coïncidence que votre supérieur direct soit Aurélien et que vous ayez besoin de tant de réunions privées pour réviser des contrats. Ce doit être un travail très absorbant. Vous n'êtes qu'amer. Vous ne pouvez pas le garder à vos côtés s'il ne vous aime plus. Son ton est devenu moqueur. Vous ne le voyez pas, il est resté avec vous par pitié, par habitude. Je lui donne quelque chose que vous n'avez jamais pu lui donner. La brûlure de la rage m'était montée à la gorge, mais je l'ai ravalée. Non, je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai baissé la voix, la rendant presque confidentielle, doucement venimeuse. Et que lui donnez-vous, Manon? La jeunesse, un nom de famille qui ouvre des portes. Dites-moi quand vous êtes, dans cet appartement qu'il paie, est-ce qu'il parle de combien je suis ennuyeuse? De combien il est reconnaissant que vous soyez entré dans sa vie? Ou est-ce qu'il parle de l'emprunt des obligations familiales fastidieuses, du stress de faire semblant jour après jour? Elle a pris une profonde inspiration. Vous n'avez aucune idée. J'ai toutes les idées. J'ai des photos, j'ai des reçus, j'ai des relevés bancaires, j'ai les rapports d'un détective privé qui vous suit depuis des semaines. Je sais tout, Manon. Jusqu'à la marque de parfum que vous portez, le vin que vous commandez au Zéphyr. Je sais absolument tout. Le silence, cette fois, était différent. C'était un silence chargé de panique. Je pouvais le sentir à travers la ligne. Non, vous ne pouvez pas prouver que mon mari utilise les fonds matrimoniaux pour financer sa jeune maîtresse qui se trouve être la fille de son patron, compromettant non seulement notre mariage, mais l'éthique du cabinet. Bien sûr que je le peux et je le ferai. Il m'aime, a-t-elle dit, mais sa voix semblait faible comme celle d'un enfant grondé. Aurélien n'aime que lui-même, Manon. Vous êtes un accessoire. Un accessoire cher et peut-être amusant, mais un accessoire quand même. Quand tout cela explosera, et ça va exploser, papa ne sera pas très content et Aurélien devra choisir. Pariez-vous qu'il me choisira? Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai porté mon coup final. Celui que je préparais depuis que j'avais vu son profil LinkedIn, depuis que j'avais su qui elle était. Au fait, saviez-vous que ce week-end, d'après son calendrier partagé, Aurélien et moi étions censés aller à Lisbonne pour fêter notre anniversaire? Il en parle depuis des semaines de l'hôtel des restaurants. Il semblait très excité. C'était un mensonge? Il n'y avait pas de projet pour Lisbonne. Il ne parlait plus d'anniversaire depuis des mois, mais c'était le genre de détail intime et cruel qui pouvait percer l'armure d'une maîtresse qui se croyait l'héroïne d'une grande romance. Il y eut un hoquet, un petit son étranglé, puis plus rien. Il ne vous en a pas parlé, ai-je ajouté avec une fausse douceur, comme c'est étrange. Il a dû oublier avec tout ce travail. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient maintenant d'adrénaline, de rage pure, d'une sorte de triomphe sauvage et douloureux. L'enregistrement était sauvegardé. Je l'avais piégé. J'avais planté le couteau du doute dans sa confiance de fille de riche. Mais la victoire avait un goût de cendre. Il ne s'est pas écoulé 10 minutes avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Cette fois, c'était Aurélien. Je l'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. À la 4e, j'ai décroché. Je n'ai pas dit un mot. Solène, sa voix était tendue, agitée. Qu'as-tu dit à Manon? Elle vient de m'appeler en pleine crise. Bonjour mon chéri, ai-je dit avec un calme qui a dû lui paraître fantomatique. Comment s'est passée ta journée? Beaucoup de travail? Ne te fous pas de moi, tu l'as menacée, tu lui as dit que tu la faisais surveiller. Nous avons juste eu une conversation de femme à femme. C'est elle qui m'a appelé, tu sais, pour me dire à quel point vous êtes profondément amoureux. C'était très éclairant. Je l'entendais respirer fort à l'autre bout du fil. Je l'imaginais dans son bureau, sa cravate desserrée, jetant un coup d'œil à la porte terrifiée que quelqu'un puisse entendre. C'est juste une gamine Solène, elle est confuse, elle a pris de l'attention professionnelle pour autre chose, ça ne veut rien dire. 7 mois de loyer, des dîners dans des restaurants étoilés et des après-midi à l'Impérial, c'est de l'attention professionnelle, waouh. Le budget de représentation de mon entreprise est beaucoup plus serré. Le silence était absolu, puis un murmure rauque rempli d'une peur que je ne lui avais jamais entendue. Quoi, qu'est-ce que tu sais? Tout, Aurélien, je sais tout. Et j'ai les preuves, sur papier numériquement et enregistrées, comme la conversation que je viens d'avoir avec ta gamine confuse. Tu es folle, a-t-il crié. Mais le cri sonnait désespéré sans véritable force. Tu as engagé un détective, tu m'espionnes, je te surveille. Il y a une différence. Je surveillais mes biens matrimoniaux qui se sont avérés être investis dans un appartement pour ta maîtresse, des bijoux et des voyages. C'est incroyable le nombre de frais professionnels qui n'ont pas de reçu chéri. C'est la fille de mon associé, a-t-il hurlé. C'est compliqué. Si son père apprend qu'il y a des frictions, il pourrait... Il pourrait quoi te virer priver sa petite fille, gâtée de son nouveau jouet? Je l'ai coupé sèchement. J'en avais assez. Écoute-moi et écoute bien. J'ai gelé tous nos comptes joints. J'ai engagé Maître Vidal, les papiers du divorce sont en cours de rédaction. Et si tu ne signes pas un divorce par consentement mutuel et n'acceptes pas la répartition des biens qu'elle propose, tout ce que j'ai y compris, cet enregistrement de Manon admettant votre liaison finira non seulement au tribunal, mais dans la boîte mail d'Henri Meyer, du bâtonnier de l'ordre de ta mère et du Figaro si nécessaire. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Sa voix n'était plus qu'un filet, une supplique. Bien sûr que je le peux, et je le ferai. Sauf si tu fais exactement ce que je dis. D'abord, tu rentres à la maison tout de suite, et nous allons avoir une vraie conversation sans mensonge, sans larmes de crocodile, parce que je n'ai plus de larmes pour toi depuis des mois. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis laissé glisser le long du mur jusqu'à ce que je sois assise sur le sol au milieu des piles de linge pliées. Mon corps tremblait de la tête aux pieds, comme si j'avais de la fièvre. Mais à l'intérieur, dans un endroit profond, il y avait un noyau de glace parfaite, immobile et dur.
J'avais dit les mots, divorce, avocate, preuve, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La guerre avait commencé et je venais de gagner la première bataille décisive. J'avais pris l'initiative. Je l'avais dépouillé de son contrôle. Maintenant, il était sur la défensive effrayé. Et un homme effrayé, je le savais très bien, est un homme dangereux. Mais il fait aussi des erreurs. J'ai attendu assise sur le sol de notre chambre, entourée des débris de la vie que j'avais construite et que j'étais sur le point de démolir. J'ai attendu que mon mari arrive pour faire face à l'homme avec qui j'avais partagé 7 ans et que à ce moment-là, plus que jamais, je ne connaissais pas du tout. Ah! Le cabinet d'avocats Meyer, Lambert & Associés occupait 2 étages entiers d'un gratte-ciel moderne de la Défense offrant une vue spectaculaire sur Paris. Cela m'avait toujours semblé ironique. Tant d'argent, tant de prestige consacré à résoudre les problèmes des autres, tandis que les nôtres pourrissaient de l'intérieur. Aujourd'hui, en franchissant les immenses portes vitrées, cette ironie avait un goût de bile. La réceptionniste, une jeune femme élégamment vêtue, m'a souri professionnellement. « Bonjour, vous avez rendez-vous ?» Solène Benoît pour voir mon mari Aurélien Benoît, ai-je dit sans m'arrêter. Mes talons claquaient avec détermination sur le sol en marbre poli du hall. Je portais un tailleur pantalon gris, perle simple mais impeccable. Mes cheveux tirés en un chignon sévère. Je n'étais pas l'épouse éplorée et blessée. J'étais une négociatrice entrant dans une salle de conseil. Maître Vidal m'avait dit « Votre apparence est votre première déclaration, qu'elle projette la puissance, pas la douleur. » Madame Benoît, attendez, vous ne pouvez pas entrer comme ça. La réceptionniste s'est levée alarmée. Mais j'avais déjà atteint les lourdes portes en chêne qui menaient aux suites des avocats. « Détendez-vous, Chloé », ai-je dit, me souvenant de son nom d'une fête de Noël du cabinet. « Mon mari m'attend. » J'ai poussé les portes. Mon cœur battait la chamade, mais c'était un battement ferme et régulier, d'adrénaline pure, pas de peur. L'open space, avec ses bureaux design et ses jeunes collaborateurs tapant frénétiquement, est tombé dans un silence gêné. Certains m'ont reconnu et ont baissé les yeux. D'autres, les plus récents, m'ont regardé avec curiosité. Le bureau d'Aurélien était au bout du couloir, son nom gravé sur une plaque de laiton. Sa secrétaire Laura, une femme d'une 50aine d'années qui m'avait toujours semblé assez gentille, a pâli en me voyant. « Solène, ma chérie, Aurélien étant, je sais qu'il est seul, je viens de lui parler. » L'ai-je interrompu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Laura, ceci ne vous regarde pas. S'il vous plaît, ne vous mettez pas au milieu. » La compassion et le conflit se sont battus sur son visage. Elle a hoché la tête lentement et a détourné le regard. J'ai apprécié son silence. J'ai ouvert la porte du bureau sans frapper. Aurélien se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, fixant le chaos des rues sécas de la ville. En m'entendant, il s'est retourné brusquement. Il avait l'air anéanti. Il portait la même chemise froissée que le matin même dans le parking de l'hôtel, sa cravate dénouée. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Son visage était un mélange de colère, de panique et du nombre de quelque chose qui aurait pu être du remords. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il sifflé en baissant la voix mais sans réussir à cacher le tremblement qui s'y trouvait. « Tu essayes de me ruiner ? Tu as fait ça tout seul, ai-je dit en refermant la porte derrière moi avec un clic doux et final. J'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft de mon sac en cuir et je l'ai laissée tomber sur son bureau en chêne immaculé. Les papiers du divorce, la proposition de règlement. Tout est là signé par moi, à ton tour. Il a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un serpent vivant. Puis il a jeté un coup d'œil affolé à la porte, imaginant les oreilles indiscrètes de l'autre côté. « Solène, pour l'amour de Dieu, on peut parler de ça à la maison, ce n'est pas l'endroit. » « C'est l'endroit parfait, ai-je dit, balayant du regard les étagères remplies de livres de droit, les diplômes encadrés, l'endroit où notre photo de mariage se trouvait, qui je venais de le remarquer, avait disparu. C'est ici que tu as construit ton mensonge, où tu as utilisé ton pouvoir, ton influence, pour financer ta double vie. Il semble juste que tout s'effondre ici. » Il s'est approché, posant ses mains sur le bureau, se penchant vers moi. Il a essayé d'avoir l'air intimidant, mais il n'a réussi qu'à avoir l'air désespéré. « Écoute-moi. Manon, ce n'est pas ce que tu penses. Elle est instable, elle a fait une fixation sur moi. J'ai essayé de rompre, mais elle a menacé d'aller voir son père, de lui dire que je la harcelais. Elle pouvait détruire ma carrière, Solène. J'étais piégé. » Un petit rire amer m'a échappé. « Sérieusement, c'est la nouvelle version. Parce qu'il y a 2 jours dans le garage, tu m'as dit que c'était un truc de boulot. Et hier soir, c'était une gamine confuse. Maintenant, c'est une psychopathe qui te fait chanter. Comme c'est pratique, Aurélien. Toujours la victime. Jamais le salaud qui couche avec la fille de son patron. Je ne te permettrai pas de... » La ferme, ai-je lâché, et ma voix froide et tranchante comme du verre a résonné dans la pièce. Il a reculé choqué. « Tu ne me permets rien, plus depuis que je t'ai vu entrer dans cet hôtel, c'est moi qui parle maintenant. Tu as 2 options. Tu signes ces miens, ces papiers. Tu acceptes la répartition des biens que mon avocate propose, qui au passage est très généreuse considérant qu'on pourrait aller au pénal pour abus de confiance. Et ça se termine de manière civilisée. Ou tu me forces à rendre public toutes les informations que j'ai. Et je ne parle pas seulement au juge, je parle à chacun de tes associés, à tes clients, à la presse financière. Un avocat d'affaires de premier plan pris dans un scandale financier avec la fille de son associé. Ça sonne bien, non ? La porte du bureau s'est ouverte violemment. Henri Meyer, l'associé principal, le père de Manon, un homme de 60 ans avec la posture d'un vieux boxeur et le regard d'un faucon, remplissait l'embrasure. À côté de lui, pâle comme la cire mais les yeux injectés de sang de rage, se tenait Manon. Elle avait dû accourir.
Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? A tonné Meyer, ses yeux passant d'Aurélien en sueur et en pleine décomposition à moi droite et froide devant le bureau et enfin à l'enveloppe Kraft posée entre nous comme une déclaration de guerre. Henri, ce n'est pas... A commencé Aurélien, mais Meyer l'a coupé d'un geste de la main. J'ai entendu des cris depuis mon bureau et ma fille m'a raconté des choses très préoccupantes. Son regard s'est posé sur moi. C'était un regard qui devait faire trembler les juges et les avocats adverses. Solène, je suis profondément désolé que nous en soyons arrivés là. Aurélien, si tu as fait quoi que ce soit pour compromettre ce cabinet... Je n'ai rien fait, a crié Aurélien, mais sa voix n'était qu'un couinement paniqué. Il ment. La voix de Manon aiguë et pleine de larmes furieuses a fendu l'air. Elle a pointé un doigt tremblant vers Aurélien. Tu t'es servi de moi ? Tu m'as dit que ton mariage était une imposture, que tu attendais juste le bon moment pour la quitter, que j'étais l'amour de ta vie. C'était un mensonge, tu n'es qu'un lâche et un menteur. Le spectacle était digne d'un feuilleton. Mais je n'étais pas là pour le drame, j'étais là pour les résultats. Monsieur Meyer, ai-je dit, m'adressant à l'associé principal avec un calme qui contrastait vivement avec l'hystérie des deux autres. Je m'excuse que vous deviez assister à cette scène désagréable. Mais comme vous pouvez le voir, la situation personnelle de votre associé affecte gravement l'éthique professionnelle et je crains les finances de ce cabinet. J'ai pris l'enveloppe et la lui ai tendue. Ceci est ma demande de divorce. À l'intérieur, vous trouverez des preuves détaillées de virements irréguliers qu'Aurélien a effectués depuis nos comptes joints, destinés en grande partie, selon mon enquêteur, à couvrir les dépenses liées à sa relation avec votre fille. Appartement, bijoux, vacances ? Meyer est devenu blanc. Il a pris l'enveloppe, comme si elle était brûlante. C'est vrai, Aurélien. Sa voix était maintenant un grondement bas et dangereux. Henri, elle exagère. C'était pour l'aider. Manon avait des dettes. Tu ne te sers pas de moi comme excuse d'espèce de... a hurlé Manon. Ses larmes de fureur avaient cessé de couler. Il n'y avait plus que de la haine féroce et bafouée dans ses yeux. J'ai dépensé mon propre argent. Ton argent, c'était juste pour m'acheter, pour me faire taire. Tu es pathétique. Aurélien ressemblait à un animal acculé, regardant d'une personne à l'autre, cherchant une issue qui n'existait pas. La façade de l'avocat, à succès, de l'homme du monde, s'était complètement effondrée, ne laissant derrière elle qu'une coquille mesquine et terrifiée. « Assez !» a dit Meyer, son autorité remplissant la pièce. Il a regardé sa fille avec un mélange de déception et de fureur. « Manon va dans mon bureau, tout de suite. » Puis il s'est tourné vers moi. Solène, je suis sincèrement désolé de ce qui s'est passé. Vous avez ma parole que cette affaire sera traitée avec le plus grand sérieux en interne. Nous ne tolérons pas une conduite qui compromet notre réputation. Je n'en attends pas moins, ai-je hoché la tête, car si les mesures appropriées ne sont pas prises, je serai forcé de rendre ces informations publiques. Pas seulement pour mon divorce, mais pour toutes les autres femmes qui pourraient croiser son chemin. J'ai regardé directement Aurélien. Mon avocate est Maître Vidal. J'ai attrapé mon sac. Le cercle était complet, j'avais planté la graine du doute de la méfiance à l'endroit qui comptait le plus pour Aurélien, son travail et son prestige. Henri Meyer ne le regarderait plus jamais de la même manière, et Manon, l'amante bafouée, serait sa plus féroce ennemie à l'intérieur de ces mêmes murs. En sortant du bureau, le silence dans l'open space était absolu. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Certains contenaient de la pitié, d'autres de l'admiration. La plupart n'étaient que pure curiosité morbide. J'ai marché la tête haute, sentant l'histoire se répandre comme une traînée de poudre dans mon sillage. Juste au moment où j'atteignais les portes vitrées, j'ai entendu ses pas courir dans le couloir. « Attends, c'était Aurélien. Il s'était échappé de son bureau. Son visage était rouge, ses yeux suppliants. « Solène, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Dis-moi ce que je dois faire, n'importe quoi. Ne détruis pas ma vie. » Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Chaque avocat, assistant juridique et secrétaire retenait son souffle. C'était la scène finale et j'en avais écrit le scénario. « Ta vie, Aurélien ?» ai-je dit d'une voix si claire que tout le monde pouvait l'entendre. « Tu l'as détruite toi-même. La première fois que tu as menti à ta femme. La deuxième fois que tu as utilisé notre argent pour acheter des colliers à une autre. Toute cette nuit que tu as passée dans une chambre d'hôtel pendant que je t'attendais dans un parking, je n'ai rien fait. J'en ai juste eu marre d'attendre et je suis parti. » Les portes vitrées se sont refermées derrière moi, scellant le scandale, la honte, le désastre que j'avais laissé dans mon sillage. Dehors, sur le parvis de la Défense, le soleil de midi était aveuglant. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le trafic, le café, la ville. Il ne sentait pas le mensonge. Il ne sentait pas le parfum bon marché et la culpabilité. Mon téléphone a vibré. Un texto de Camille. « Tout va bien, tu as besoin que je vienne. » J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire fatigué mais net. J'ai tapé en retour. C'est fait. Que le spectacle commence, on se voit à la maison, apporte du vin. Le bon. J'ai levé les yeux vers les fenêtres du cabinet. Là-haut, mon ancienne vie tombait en poussière. Et ici en bas, j'étais enfin intact respirant. Le vin blanc frais avait le goût de la victoire. Une victoire amère épuisante, mais une victoire quand même. Camille et moi étions dans le salon de l'appartement chaussures jetés sur le sol, pieds et posés sur la table basse. La lumière de fin d'après-midi se déversait par les fenêtres baignant les vestiges de mon ancienne vie dans une lueur chaude. Tout me semblait étranger maintenant. Les coussins que nous avions choisis ensemble, la photo encadrée de notre lune de miel à Hawaï, le vase de designer pour lequel Aurélien avait payé une fortune. C'étaient tous des artefacts d'un naufrage.
Je n'arrive pas à croire que tu aies balancé les papiers en plein milieu du cabinet, a dit Camille, secouant la tête avec un sourire admiratif. Tu as des couilles d'acier? Je n'avais pas le choix, je devais le faire là où ça lui ferait le plus mal, là où c'était réel. Si je l'avais fait ici, il aurait trouvé un moyen de transformer ça en une autre dispute domestique, un autre malentendu. Là-bas, devant son monde entier, il n'y avait pas d'échappatoire. Eh bien, Henri Meyer n'oubliera jamais cette scène. Ni Manon. L'idiot s'est vraiment construit un cauchemar, a-t-elle dit en prenant une longue gorgée. Alors, et maintenant, la partie juridique ennuyeuse? Je l'espère. J'espère que ce sera ennuyeux et rapide et que ça me donnera la moitié de tout ce qui est à moi. Ce qui est beaucoup. J'ai soupiré, posant mon verre sur la table. Le pire est passé non. Tout le monde sait. Il n'y a plus de secret à garder. La sonnette a retenti, un son strident et insistant. Camille et moi avons échangé un regard. Tu attends quelqu'un? Dis-moi que ce n'est pas la presse, a plaisanté Camille. Mais elle s'est levée et a regardé par le Judas, son expression s'est instantanément assombrie. C'est maman? Un nœud s'est formé dans mon estomac. Je n'étais pas prête pour une autre bataille, surtout pas avec elle, mais je savais que c'était inévitable. J'ai ouvert la porte. Ma mère Martine se tenait sur le palier. Elle portait un manteau léger, même s'il ne faisait pas froid, et son sac à main était serré fermement dans ses bras. Son visage, normalement si composé et serein, était pâle, ses yeux légèrement gonflés bien qu'elle ne pleurait pas. Elle arborait une expression déterminée, la même qu'elle avait quand elle m'emmenait chez le médecin pour mes vaccins d'enfance. Ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Maman, laisse-moi entrer, Solène. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Je me suis écarté. Elle est entrée, a vu Camille les verres de vin, l'atmosphère à la fois de deuil et de célébration, et sa bouche s'est encore plus resserrée. Camille, j'aimerais parler à ta sœur seule. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle, ai-je interjeté avant que Camille ne puisse bouger. Il n'y a pas de secret ici. Plus maintenant. Ma mère a hoché la tête amèrement. Elle s'est perchée sur le bord du canapé sans enlever son manteau comme si elle ne prévoyait pas de rester longtemps. J'ai parlé à la mère d'Aurélien. Un lourd silence est tombé sur la pièce. J'imagine, ai-je dit en croisant les bras, elle est dévastée. Elle dit que tu as détruit son fils, que tu l'as humilié publiquement, ruiné sa carrière, que j'ai fait exactement ce qu'il méritait, l'ai-je coupé, sentant la colère que je pensais avoir épuisée ressurgir. Et que lui as-tu répondu, maman? Que son petit garçon est un saint, que je suis hystérique? Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé. Ma mère m'a regardé, et pour la première fois j'ai vu quelque chose de plus que de la désapprobation dans ses yeux. J'ai vu de la peur. Mais je suis venu d'ici pour parler de nous, Solène, de cette famille. Ce que tu as fait aujourd'hui a traîné notre nom dans la boue. Tout Paris va en parler. Camille a laissé échapper un rire sec. Pour l'amour de Dieu, maman, maintenant, tu t'inquiètes de ce que les gens vont dire. Son mari couche avec la fille de son patron depuis près d'1 an. Ça ne traîne pas notre nom dans la boue. Ça ne donne pas aux gens de quoi parler. On règle ces choses-là à la maison, a explosé ma mère, frappant du poing l'accoudoir du canapé. On ne lave pas son linge sale en public. Jamais, toi, Solène, tu as enfreint la règle la plus importante. Tu as amené ce scandale jusqu'à notre porte. Je me suis avancé, je me suis planté juste devant elle. Il n'y avait plus de distance, plus de différence, plus de patience. Juste deux femmes du même sang se faisant face à travers un abîme d'incompréhension. Aurélien a amené la honte quand il a décidé de tricher. Tu l'as amené quand tu m'as dit de supporter de fermer les yeux comme tu l'as fait. Tout ce que j'ai fait, c'est les ouvrir. Et regarde maman, regarde autour de toi, vois-tu quelque chose ici qui vaille la peine d'être sauvé, cet appartement, ce canapé, cette vie de mensonge? La famille vaut la peine d'être sauvée, a-t-elle crié. Et soudain des larmes ont jailli furieuses et incontrôlées. Ne pas être seul, ça en vaut la peine. Ne pas avoir à tout recommencer à 40 ans, ça en vaut la peine. Tu ne sais pas ce qui t'attend, Solène. La solitude est un puits froid et sombre, et une fois que tu tombes dedans, tu n'en sors jamais. Son cri chargé d'une angoisse si ancienne et si profonde nous a figé Camille et moi. Ce n'était pas seulement de mon présent que nous discutions, c'était de son passé, de toute sa vie. « Pourquoi, maman ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. « Pourquoi as-tu supporté? Pour nous à cause de ce que les gens diraient ou parce que tu avais peur ?» Elle a baissé la tête, ses épaules tremblaient. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix n'était qu'un murmure brut et déchiré. « Pour tout ça, pour vous les enfants, pour la maison, pour ne pas décevoir mes parents, parce que c'est ce que faisaient les femmes de ma génération, nous endurions, ton père. C'était une fois, juste une fois, avec sa secrétaire, une jeune idiote de 20 ans qui croyait qu'il allait me quitter pour elle. Elle a levé les yeux, ses yeux depuis de chagrin. Quand je l'ai découvert, j'ai voulu le tuer. Et puis j'ai voulu mourir. Mais tu avais 10 ans. Camille en avait 12, Paul en avait 8. Qu'est-ce que j'allais faire? Briser la famille? Vous condamner à grandir dans un foyer brisé? À être les enfants du divorce? Non, je ne pouvais pas. Alors j'ai ravalé ma fierté. J'ai ravalé ma rage et je lui ai pardonné. Elle s'est essuyée le visage agressivement. Mais le pardon, ma chérie, le pardon, ce n'est pas l'oubli. C'est devoir regarder l'homme qui a brisé ta confiance dans les yeux chaque matin et lui faire son petit déjeuner. C'est ravaler ta fierté jour après jour pour que tout le monde puisse avoir une vie normale. Et maintenant ton père me regarde et je vois toujours cet homme-là. Et il me regarde et il voit la femme qui lui a pardonné mais qui ne l'a jamais absous. C'est ça notre vie, Solène. C'est ça que tu veux, mettre un masque courageux jusqu'à ce que tu oublies qui tu es vraiment. Le poids de sa confession m'a frappé comme une tonne de briques.
Camille avait couvert sa bouche avec sa main, les yeux pleins de larmes. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Toute mon enfance, tous ces moments de tension silencieuse à la maison, les absences de mon père, la tristesse chronique de ma mère, tout prenait un sens terrible et déchirant. Non, maman, ai-je dit, et ma voix était douce maintenant, remplie d'une douleur partagée. Ce n'est pas ça que je veux. C'est exactement pour ça que je ne peux pas faire ce que tu as fait. Parce que je t'admire pour ta force, pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Mais je ne veux pas de ta vie. Je ne veux pas de ton silence. Je ne veux pas mourir un peu chaque jour. Je préfère la solitude dont tu parles. Je préfère le puits froid, à pourrir dans un mensonge chaleureux. Elle m'a fixé longuement, les larmes glissant sur ses joues ridées. Puis de manière inattendue, ses lèvres se sont courbées en un minuscule sourire triste. Tu es plus forte que moi, Solène. Tu l'as toujours été, et plus courageuse. Elle a soupiré. Un soupir qui semblait venir du plus profond de ses os. Je t'ai dit d'endurer parce que c'était la seule chose que je savais faire, parce que je pensais te sauver de la douleur, mais je ne faisais que t'offrir un plan de paiement à vie pour ma propre douleur, et je ne veux pas de ça pour toi. Elle s'est levée avec effort, a lentement enlevé son manteau et l'a drapé sur le dossier du canapé. Un geste intime domestique qui signifiait qu'elle restait, qu'elle déposait les armes. Tu as raison, c'est lui qui a amené la honte. Toi, tu n'as amené que la vérité. Et la vérité fait mal, mais au moins elle n'empoisonne pas. Elle s'est approchée et a posé ses mains sur mes épaules. Ses paumes rugueuses et chaudes m'ont transmis une force nouvelle différente. Fais ce que tu as à faire, ma chérie, et compte sur moi. Pas pour te dire quoi faire, mais pour soutenir ce que tu décideras. Cet appartement, a-t-elle dit en agitant la main avec mépris vers le penthouse, ces choses ne sont pas ta vie. Toi, tu es ta vie. Et elle est trop précieuse pour être gaspillée avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a. C'était le plus grand acte d'amour que ma mère m'ait montré depuis des années. Camille s'est approchée et a enroulé ses bras autour de nous deux, et nous avons pleuré toutes les trois au milieu du salon de mon mariage raté. Nous avons pleuré pour la douleur, pour le temps perdu, pour les batailles qui n'ont jamais été menées, et pour celles que je menais enfin. La paix fut de courte durée. Le lendemain, la mère d'Aurélien Thérèse s'est présentée à ma porte. Elle n'était ni dévastée, ni suppliante. Elle est arrivée avec la dignité blessée d'une mère défendant son petit, mais aussi avec l'intelligence pratique d'une femme de son rang social. « Solène, pouvons-nous gérer cela autrement ?» a-t-elle dit sans prendre la peine de s'asseoir. « Une séparation temporaire, une thérapie. Aurélien est anéanti. Il sait qu'il a fait une erreur monumentale. » Ce n'était pas une erreur, Thérèse. C'était un choix. 1000 choix chaque jour pendant des mois. Et la thérapie ne guérit pas le manque de respect et la déloyauté. Elle a hoché la tête amèrement. Il te donnera tout ce que tu demandes. L'appartement, une pension généreuse, mais ne ruine pas sa carrière. Si tu vas au tribunal avec ces preuves que tu prétends avoir, il ne perdra pas seulement tout avec toi. Il perdra tout court. Et tu ne veux pas ça? C'est le père des enfants que vous auriez pu avoir. Nous n'avons pas d'enfants, et Dieu merci pour ça, ai-je dit sans broncher. Et je ne veux pas ruiner sa carrière. Je veux juste ce qui est à moi, et je veux être loin de lui pour toujours. Dites à votre fils que s'il signe l'accord de règlement à l'amiable sans se battre, sa vie professionnelle survivra peut-être même s'il doit changer de cabinet. C'est mon offre, la seule. Thérèse m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu qu'elle avait compris. Elle savait qu'elle avait perdu. Son garçon n'avait plus aucune marge de manœuvre. Elle a hoché la tête une fois et est partie sans un autre mot. Cette nuit-là, comme un écho prévisible, est venue la dernière tentative d'Aurélien. Pas un appel téléphonique, c'était lui en personne, à 1h du matin, frappant doucement à la porte. J'ai regardé par le Judas, il était défait arborant une barbe de 3 jours, sentant le whisky et le désespoir. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. « Solène, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Laisse-moi t'expliquer. » Je t'ai assez écouté, Aurélien, il n'y a rien de nouveau que tu puisses l'en dire. « Je t'aime !» a-t-il crié, sa voix se brisant en un sanglot. « J'ai réalisé que je t'aime. L'histoire avec Manon, c'était stupide, une façon de fuir, je ne sais pas, mais toi, tu es ma vie. Ce que nous avons, on ne peut pas le jeter à la poubelle. » Je l'ai regardé à travers la fente de la porte, cet homme qui m'avait fait rire, avec qui j'avais rêvé d'un avenir, à qui j'avais juré un amour éternel. Je ne ressentais plus rien, ni colère, ni haine, ni amour, juste un vide immense et un profond soulagement. « Non, Aurélien, ai-je dit avec un calme absolu, tu ne m'aimes pas. Ce que tu aimes, c'est la vie que tu avais. La vie confortable, respectable avec une femme qui repassait tes chemises et sauvait les apparences. Ce que tu veux, c'est que je balaye ta honte sous le tapis comme le ferait une bonne épouse. Mais je ne suis plus cette femme. Et cette vie est terminée. Tu l'as tuée. « On peut essayer », a-t-il supplié, appuyant son front contre le bois de la porte. « Non, parce que je ne t'aime plus. Et on ne peut rien construire sur un trou. Va-t'en, Aurélien, parle à ton avocat, signe les papiers et laisse-moi tranquille. C'est la seule chose décente que tu puisses faire pour moi à la fin. » J'ai fermé la porte. Je l'ai entendu glisser de l'autre côté jusqu'à ce qu'il soit assis sur le palier. J'ai entendu un sanglot laid, puis après un moment, j'ai entendu ses pas s'éloigner de plus en plus lentement jusqu'à disparaître. Je me suis appuyé contre la porte de mon côté, du côté de ma nouvelle vie. Vie d'incertaine mais propre. Pour la première fois depuis très très longtemps, je me sentais en paix. Le dernier lien, celui de l'amour mort, avait net été rompu. Il ne restait plus que du papier, de l'encre,
et la loi, et j'étais prête. Le palais de justice sentait le bois, cirer la peur et la bureaucratie, une odeur viciée qui n'avait pas changé depuis des décennies. Moi, Solène, j'étais assise sur un banc dur dans la salle d'audience, flanquée de Maître Vidal, dont la présence à mes côtés était aussi solide et rassurante qu'un cuirassé. En face de nous, à l'autre table, se trouvaient Aurélien et son avocat, un homme à l'air fatigué qui n'arrêtait pas de chuchoter à son client avec une frustration évidente. Aurélien me regardait à peine. Il avait l'air plus mince, consumé. Il portait un costume cher, mais il flottait sur lui. Son élégance était devenue une imitation bon marché d'elle-même. Moi, en revanche, je portais une simple robe bleu marine. Ce n'était pas le costume d'une victime ou d'une vengeresse. C'était l'uniforme de quelqu'un qui était venu conclure une affaire. Madame la présidente, a commencé l'avocat d'Aurélien lorsque la juge, une femme d'âge mûr avec des lunettes à monture métallique, a demandé les déclarations liminaires. Mon client souhaite exprimer ses profonds remords pour les erreurs commises qui n'avaient en aucun cas pour but de diminuer le respect qu'il porte à Madame Benoît. Cependant, nous considérons la proposition de répartition des biens présentée par la requérante comme excessive. Elle ne reflète pas l'esprit de coopération dont mon client a fait preuve, ni ne tient compte de sa situation professionnelle actuelle qui s'est considérablement détériorée à la suite de ces événements malheureux. Olivia Vidal s'est légèrement penchée vers le microphone. Sa voix était claire, sereine, sans aucune trace d'émotion. Madame la présidente, ma cliente n'est pas ici pour évaluer des remords, mais pour faire valoir ses droits. L'esprit de coopération du défendeur s'est limité à se faire prendre la main dans le sac après des mois de tromperie et de détournement de fonds matrimoniaux communs. La proposition est équitable. Quant à sa situation professionnelle, elle découle directement de ses propres actes et non des actions de ma cliente. Acte que soit dit en passant, nous avons largement documenté. La juge a feuilleté l'épais dossier. Je vois que la requérante a fourni un dossier de preuves volumineux. Des objections à sa validité, maître, l'avocat d'Aurélien a dégluti difficilement. Madame la présidente, certaines de ces preuves ont peut-être été obtenues d'une manière, toutes obtenues légalement et en plein respect des lois sur la vie privée, a coupé Olivia, faisant glisser une copie des rapports de l'enquêteur et des relevés bancaires certifiés sur la table du greffier. Photographie rapport de surveillance professionnelle relevé de comptes joints, montrant des virements récurrents vers des comptes tiers et même un enregistrement audio d'une conversation dans laquelle la tierce partie Manon Meyer admet la relation. Pas d'écoutes illégales, juste des faits. Aurélien est devenu encore plus pâle en entendant le nom de Manon. Son avocat a marmonné quelque chose, mais a hoché la tête en signe de résignation. La juge a examiné les photos, l'une d'elles particulièrement nette, Aurélien et Manon entrant dans l'hôtel. Elle est ensuite passée au relevé bancaire où les virements vers un compte au nom de Manon Meyer ressortaient avec une régularité honteuse. « Monsieur Benoît », a dit la juge en levant les yeux par-dessus ses lunettes, « reconnaissez-vous ces virements ?» Aurélien a ouvert la bouche, mais seul un croassement en est sorti. Finalement, il a hoché la tête. « Oui, madame la présidente, mais c'était des prêts pour l'aider. » Des prêts sans contrat, sans intérêt et sans intention de remboursement, comme en témoignent les messages textes également inclus dans le dossier, a noté Olivia de manière transparente. Des fonds prélevés sur un compte alimenté par les économies communes du couple. La bataille juridique fut brève et brutale. Dans un dernier sursaut de désespoir, Aurélien a tenté de faire valoir que l'appartement parisien était en grande partie le fruit de son travail et que je devais me contenter de moins. C'est à ce moment-là qu'Olivia a présenté ses derniers documents, les contrats de mon entreprise de décoration d'intérieur, mes fiches de paie. Les registres prouvant que j'avais contribué autant voire plus à l'hypothèque et aux frais de subsistance pendant des années, surtout au début quand il n'était qu'un simple collaborateur noyé sous les dettes de ses études de droit. Ma cliente a sacrifié des opportunités professionnelles pour soutenir la carrière de son mari, madame la présidente, a dit Olivia, et pour la première fois son ton contenait une pointe d'émotion contenue. Elle a construit un foyer, et ce foyer a été trahi. Tout ce qu'elle demande maintenant, c'est sa part légitime. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. La juge a délibéré brièvement, consultant ses notes. La salle d'audience était d'un silence oppressant. J'ai regardé mes mains jointes sur mes genoux. Je ne me sentais pas triomphant. Je ressentais juste un immense épuisement et une profonde envie que ce soit terminé. Après examen du dossier et des preuves fournies, a finalement déclaré la juge, et ne trouvant aucune raison de justifier une répartition inégale, je juge l'accord de règlement proposé par Solène Benoît juste et conforme à la loi, approuvé selon les termes demandés, répartition des biens à 50%, prestations compensatoires accordées compte tenu de la disparité actuelle des revenus comme demandé. La garde de l'animal de compagnie commun, un chat nommé Socrate, est attribuée à Solène. Elle a fermé le dossier d'un coup sec. Je souhaite aux deux parties la paix pour aller de l'avant. L'affaire est close. Un coup de marteau et c'était fini. 7 ans de ma vie réduits à quelques minutes de jargon juridique et de distribution de biens. Olivia m'a serré le bras, souriant, avec une satisfaction professionnelle. De l'autre côté de l'allée, l'avocat d'Aurélien lui parlait à voix basse en rangeant sa mallette. Aurélien ne bougeait pas. Il me fixait avec des yeux injectés de sang, un mélange d'incrédulité et de haine. Je suis sorti de la salle d'audience sans me retourner. Dehors, dans le couloir frais et silencieux, j'ai pris une profonde inspiration. Olivia m'a tendu une copie certifiée du jugement. C'est fait, Solène. Vous êtes libre et financièrement en sécurité. Vous avez gagné. Je n'ai rien gagné qui n'était pas déjà à moi, ai-je dit en mettant le document dans mon sac. Mais merci, Olivia, pour tout.
Alors que je descendais les marches du palais de justice sous le soleil aveuglant de la fin de matinée, Aurélien m'a rattrapé. Solène, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté et je n'ai rien dit. Alors c'est comme ça que tout se termine avec une division de compte en banque et un chat. Sa voix était rauque brisée. Ça s'est terminé il y a des mois, Aurélien, dans un parking. Aujourd'hui, c'était juste de la paperasse. Il a baissé la tête. Je ne te déteste pas, tu sais. Même si tu me détestes. Non, ai-je dit, et la vérité de mes propres mots m'a surprise. Je ne te déteste pas. La haine demande de l'énergie et j'ai dépensé tout ce qui me restait pour toi. Ce que je ressens, c'est du vide. Tu es un étranger et je veux que tu le restes. Pour la première fois, j'ai vu comment cette indifférence plus dure que n'importe quelle insulte le frappait plus fort que la décision de la juge. Il a légèrement vacillé. Je t'aimais, vraiment? Peut-être? Mais ce n'était pas assez, et je ne t'aime plus. C'est aussi simple et aussi triste que ça. Au revoir, Aurélien. J'ai descendu le reste des marches sans tourner la tête. Je n'ai pas entendu ses pas. Je n'ai rien entendu d'autre. Juste le bruit de la ville vaste et indifférente qui continuait de tourner. Ma vieille vie était restée derrière, dans cette pièce sombre, et je marchais pas à pas vers ce qui allait suivre. Non, plus tard. La vitrine sentait la peinture fraîche, les orchidées blanches et le champagne. Sœur, c'est ce que lisait l'élégante enseigne au néon sur le mur en briques apparentes. En dessous, Camille et moi, dans nos plus belles robes, accueillions amis, famille et clients. C'était l'inauguration de notre studio de décoration d'intérieur. Une partie de mon règlement de divorce, plus un petit prêt commercial, avait payé pour cela. Un espace modeste mais charmant dans le Haut-Marais. Des ordinateurs neufs, des échantillons de tissus et un immense canapé où les clients pouvaient s'asseoir et imaginer leur maison. De vraies maisons, pas des showrooms. L'endroit était bondé, mes parents étaient là. Ma mère Martine, tenant une coupe de champagne, discutait avec animation avec une de mes anciennes clientes. Elle a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil. Il y avait quelque chose de nouveau chez elle, une légèreté. Comme si en me soutenant inconditionnellement, elle avait enfin commencé à se pardonner à elle-même. Mon père Édouard se tenait à côté d'elle silencieux, mais avec sa main posée sur le bas de son dos. Un petit geste timide qui était peut-être le début de quelque chose de différent. Ou peut-être juste la trêve de deux anciens combattants. Mes amis du travail, mes anciennes colocataires de fac et même quelques clients qui m'avaient suivi. Ils étaient tous là. Il n'y avait aucune trace de pitié dans leurs yeux, seulement de la curiosité, de l'admiration et une joie sincère. « Tu es nerveuse ?» a demandé Camille en s'approchant de moi avec une bouteille de champagne pour remplir mon verre. « Un peu, mais c'est un bon trac. Le trac de quelqu'un qui commence quelque chose qui lui appartient complètement. »« Et comment ?» a-t-elle hoché la tête trinquant son verre contre le mien. Puis Camille a tapé sur son verre avec une cuillère pour attirer l'attention de tout le monde. Le brouhaha s'est calmé. D'accord, merci à tous d'être venus. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rêve que ma petite sœur et moi partageons depuis des années. Et regardez parfois les fins, qui semblent catastrophiques, ne sont que les débuts dont nous avions besoin depuis le début. Elle m'a regardé ses yeux brillants. Solène n'est pas seulement la meilleure décoratrice que je connaisse, c'est la personne la plus courageuse que je connaisse. Et ce soir, je porte un toast à elle, à nous et à tous les nouveaux départs santé. Santé, a fait écho la foule et le son des verres qui s'entrechoquent a rempli la pièce. À ce moment-là, à travers la foule, j'ai repéré Michel Dubois, le détective privé. Il se tenait près de la porte avec une bière à la main, observant la scène avec un sourire presque imperceptible. Nos regards se sont croisés, il m'a fait un léger signe de tête. Le salut d'un professionnel à une cliente satisfaite. Ou peut-être d'une personne à une autre qui était sortie d'un tunnel sombre. J'ai hoché la tête en retour, il s'est retourné et s'est éclipsé par la porte. Son travail était terminé. Sa marque discrète mais permanente laissée sur ma vie. Plus tard, alors que la fête commençait à se calmer, je suis sorti sur le pas de la porte du studio. La nuit parisienne était douce, vibrante de vie. Dans la poche de ma robe, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu, je l'ai ouvert avec précaution. C'est Manon, je sais que tu n'as pas à répondre. Je voulais juste te dire que j'ai déménagé à Londres et que tu avais raison. Ce n'était pas de l'amour, c'était autre chose et ça m'a coûté cher. J'espère que tu vas bien et que tu auras beaucoup de clients. Au revoir. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai effacé le message. Ce n'était pas par dépit. C'était juste que son chapitre et celui d'Aurélien appartenaient à un livre que j'avais déjà fermé. Je n'avais pas besoin d'épilogue pour ces personnages. Camille est sortie et s'est appuyée contre le chambranle de la porte à côté de moi. « Tout va bien. »« Oui, » ai-je dit. Et c'était vrai. Tout allait bien. J'ai levé les yeux. Entre les immeubles, en briques du Marais, je pouvais voir un bout de ciel étoilé. Ce n'était pas une aube comme celle du parking de l'hôtel. C'était une nuit pleine sereine, conquise. J'avais perdu un mariage, j'avais gagné une sororité plus forte, un métier que j'aimais, un peu de paix et le droit dur et merveilleux d'écrire ma propre histoire. Sans mensonge, sans compromis, sans personne à mes côtés qui ne voulait pas être là pour moi et seulement pour moi. « Allez », a dit Camille en tirant doucement sur mon bras. « Il reste du champagne et notre première cliente arrive demain à 9h. La vie continue serette. » Je l'ai suivie à l'intérieur vers la chaleur des gens qui m'aimaient, vers la lueur des néons de notre propre entreprise. La vie, en effet, continuait. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais vraiment envie de la vivre.